La démission de Bruno Le Roux de son poste de ministre de l'Intérieur, une décision prise à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles engagées comme ses assistantes parlementaires entre 2009 et 2016. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Bruno Le Roux sera remplacé dès ce mercredi par Matthias Fekl. Après les États-Unis, le Royaume-Uni interdit l'utilisation des ordinateurs portables en plein vol. Objectif, limiter le risque d'attentat. Une mesure qui vise uniquement les voyageurs en provenance de certains pays arabes et de Turquie. Le Brésil, touché par un scandale de viandes avariées, le premier exportateur mondial de bœuf et de volailles a perdu de nombreux marchés. La Chine, le Chili mais aussi Hong Kong, les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Bruno Le Roux n'est donc plus le ministre de l'Intérieur de François Hollande. En poste depuis le 6 décembre dernier, il a démissionné ce mardi à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles engagées comme ses collaboratrices parlementaires. Alors, s'agit-il d'emplois fictifs? Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Anne-Claire Poignard. Une situation intenable, une démission express. 18h, Bruno Le Roux fait son dernier discours de ministre de l'Intérieur. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs. Une démission moins de 24 heures après les révélations de presse sur l'emploi de ses deux filles comme collaboratrices parlementaires. 10 contrats pour l'une entre la Toussaint 2012 et l'été 2016. 14 contrats pour l'autre entre l'été 2009 et l'été 2016. Montant total des rémunérations perçues à L2 selon nos confrères, 55 000 € environ. Des emplois en CDD occupés à l'Assemblée nationale dès l'âge de 16 ans. Aux dates indiquées, l'une travaille en entreprise, l'autre est lycéenne puis étudiante. Bruno Le Roux a tenu à repréciser sa version des faits. J'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes deux filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Mais ces emplois n'ont pas été déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Le sort politique de Bruno Le Roux est déjà scellé. Bernard Cazeneuve donne une première indication en fin de matinée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable. 14h30 à l'Élysée, en présence de Bernard Cazeneuve, l'exécutif règle les derniers détails de l'éviction de Bruno Le Roux. Un départ qu'il tiendra à annoncer lui-même. Et le nom du remplaçant de Bruno Le Roux à l'Intérieur est déjà connu. Il s'agit de Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu ce mercredi matin, place Beauvau. Les suites de l'enquête concernant François Fillon, elle a été élargie ce mardi à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. La justice veut savoir si le couple a produit des faux documents pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et ce n'est pas tout. Selon les nouvelles révélations du Canard enchaîné, François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. Ce mercredi, les 11 candidats retenus pour l'élection présidentielle seront auditionnés sur leur projet par plusieurs centaines d'élus de l'Association des maires de France, l'AMF. Parmi eux, Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il était un peu plus tôt sur notre antenne. Il estime que les principaux candidats sont dans l'incapacité actuelle de répondre aux problèmes des Français. On va l'écouter. C'est quoi les solutions qui sont préconisées qui pourraient permettre à ce que justement on croit qu'il y a des choses qui vont se passer, parce que là en réalité tout le monde sait très bien que tout est pareil, qu'on va continuer pareil, c'est les mêmes politiques grosso modo. C'est quoi qui a été discuté vraiment en rupture avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Donc c'est ça qui manque, c'est qu'en fait on sait qu'il y a des millions de chômeurs, on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait qu'il y a des gens qui se gavent avec l'histoire des milliardaires. Vous avez vu les chiffres des milliardaires, ça augmente largement, les profits des entreprises du CAC 40 ça augmente largement. Donc on sait qu'il y a de l'argent, on sait qu'il y a des fortunes, et donc on regarde ça, il y a de la misère. Et c'est quoi les solutions?
Benoît Hamon était à Bruxelles où il a notamment rencontré le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et le commissaire européen français, Pierre Moscovici. Le candidat socialiste a défendu ses propositions pour une Europe plus forte. Parmi ses mesures phares, un traité démocratique de la zone euro et l'intangibilité des frontières. On va écouter Benoît Hamon. Nous devons défendre des principes. La légalité internationale, l'intangibilité des frontières, le principe des accords de Minsk qui doivent permettre aux Ukrainiens de retrouver la pleine intégrité de leur territoire, la pleine souveraineté sur leur territoire et discuter d'une politique qui ne peut pas être celle du fait accompli en Crimée. C'est difficile, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, je m'engagerai résolument dans cette discussion et je n'accepte pas le risque que nous font courir celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent réouvrir le dossier des frontières. Benoît Hamon, justement, qui a réagi depuis Bruxelles à la disparition d'Henri Emmanuelli, député et ancien président de l'Assemblée nationale dans les années 90. Le candidat socialiste évoque la perte d'une âme sœur. Le président François Hollande salue, lui, un homme droit, socialiste de cœur, de raison et d'action. Son portrait signé Margot Manière. Une voix profonde. Dans le fond, je suis comme tout le monde, moi j'aime bien qu'on m'aime. Et un caractère bien trempé. Henri Emmanuelli adresse même en plein hémicycle un doigt d'honneur à François Fillon, alors Premier ministre. Sous le gouvernement, il a eu aussi une audace, être le candidat du PS en 95. Il échoue et s'efface devant Lionel Jospin. D'un soldat, on n'attend pas des états d'âme, on attend des états de service. Avant la politique, Henri Emmanuelli a été banquier chez Rothschild, puis poussé par François Mitterrand. Il sera élu des Landes pendant 35 ans, avec un bref passage à la tête du PS, où il veut incarner une nouvelle gauche. Je pense que la ligne du parti politique du Parti socialiste n'est pas bonne. Plusieurs fois secrétaire d'État, président de l'Assemblée nationale, il est rattrapé par une affaire de financement politique et condamné. Son purgatoire achevé, il retrouve tous ses mandats dans son fief des Landes. Il y a un mois, il présidait son dernier conseil départemental. Henri Emmanuelli avait 71 ans. La première ministre écossaise va-t-elle pouvoir demander l'aval de Londres pour organiser un nouveau référendum d'indépendance? C'est ce que doivent décider les députés écossais alors que les débats s'ouvrent devant le Parlement régional. Pour Nicola Sturgeon, en tout cas, c'est vital car le Brexit risque d'entraîner, selon elle, la suppression de dizaines de milliers d'emplois en Écosse. Natacha Milray avec Charles Pellegrin. Selon Theresa May, il est trop tôt pour remettre l'indépendance de l'Écosse sur le tapis. Mais à Édimbourg, la première ministre Nicola Sturgeon souhaite un référendum sur la question. L'année dernière, 62% des Écossais ont voté en faveur du maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Suggérer qu'une victoire électorale majeure qui repose sur un engagement clair et une majorité parlementaire ne justifie pas un nouveau vote amène à se poser la question suivante. Qu'est-ce qui le justifie ? Cela fait courir le risque de miner le processus démocratique. Selon la chef du Parti national, la plupart des Écossais qui ont voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014 l'ont fait pour préserver leur place au sein de l'Union européenne. Contrairement aux promesses faites par les tenants du non lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, rester dans le Royaume-Uni n'a pas préservé la relation de l'Écosse avec l'Europe. Elle l'a compromise. Mais avec le Brexit qui s'enclenche d'ici fin mars, l'opposition juge que la tenue d'un nouveau référendum serait prématurée. Le Brexit est un défi majeur pour ce pays et personne ne sait ici comment cela va se passer. Personne ne sait comment nous allons traverser cela et quel impact cela aura sur notre pays. Il faut se demander comment nous pourrions prendre une telle décision au sujet de notre avenir constitutionnel dans un moment de telle incertitude. Nicola Sturgeon souhaite que le référendum ait lieu entre fin 2018 et début 2019, mais la partie est loin d'être gagnée. Outre l'aval du Parlement écossais, la demande de référendum doit recevoir l'accord du gouvernement britannique et enfin faire l'objet d'un vote au Parlement de Westminster. Dans le reste de l'actualité, la Syrie, Damas est toujours le théâtre de violents affrontements. Ce mardi, les rebelles syriens ont lancé leur seconde offensive en 3 jours. Elle a visé un quartier du nord-est de la capitale syrienne. Des rebelles qui ont bien du mal à garder le terrain, pris ces derniers jours aux forces gouvernementales. Raphaël Vivant. Les combats font rage dans le nord-est de la capitale syrienne. Des factions rebelles ont lancé mardi un nouvel assaut contre les forces gouvernementales.
En réponse, l'armée de l'air a bombardé les positions des insurgés, causant la mort de dizaines de personnes. C'est la deuxième fois en 3 jours que les rebelles attaquent des quartiers tenus par le gouvernement. Une précédente offensive dimanche avait été rapidement repoussée par les forces de Bachar al-Assad. Les combats se concentrent dans le quartier de Jobar, à 2 km à l'est de la vieille ville, et également à quelques kilomètres de la Ghouta orientale, la place forte des insurgés. Ces violences interviennent avant un nouveau round de pourparlers prévu jeudi à Genève. Les Nations Unies lancent un appel au calme. L'envoyé spécial demande à tous les invités qui participeront à la réunion du Conseil de sécurité et à ceux qui ont participé aux précédentes négociations de faire le nécessaire pour que le 5e round soit prêt, pour que nous puissions nous engager sur le fond des 4 dossiers qui nous attendent. Toutes les parties qui prennent part au conflit ont confirmé leur participation aux négociations, dont le but est de trouver une solution politique à la guerre civile. Le gouvernement syrien et les rebelles avaient conclu un cessez-le-feu en décembre dernier. Chaque partie s'accuse depuis d'avoir violé l'accord. Travailler ou encore regarder un film sur son ordinateur portable en plein vol, une habitude désormais interdite pour les passagers en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie voyageant vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Motif invoqué par les autorités, le risque d'attentat. La France et le Canada pourraient aussi bientôt franchir le pas. Natacha Milray avec Pierrick Leurent. L'administration Trump l'a confirmé. Dans les vols en provenance du Caire, d'Istanbul, de Dubaï ou encore de Doha, les ordinateurs doivent être placés en soute. D'autres appareils électroniques sont concernés, tablettes, caméras ou lecteurs de DVD portables. Seuls les téléphones et les équipements médicaux seront acceptés en cabine. Des nouvelles règles qui doivent s'appliquer au plus tard dans 4 jours. Il y a sans doute plus de vols à destination de New York et de Los Angeles que vers tout autre aéroport. Je dirais qu'entre 3 et 7 vols par jour seront affectés par cette mesure. Ça va être compliqué dans les prochains jours. Le gouvernement américain explique avoir pris ces mesures en raison du risque terroriste. Dans la foulée, le Royaume-Uni a procédé à la même interdiction, invoquant simplement la sécurité des voyageurs. Ces mesures, qui prennent effet immédiatement, concernent 6 pays à majorité musulmane. À Istanbul, ce jour, les voyageurs parlaient d'injustice. Moi, en tant que musulmane, je me sens offensée que les musulmans soient ostracisés dans le monde. Tout le monde a une tablette ou un ordinateur portable. En tant qu'homme d'affaires, c'est nécessaire. Je condamne fermement les interdictions. Certaines compagnies aériennes protestent déjà, notamment Turkish Airlines qui demande la levée de cette interdiction, redoutant une baisse de fréquentation de sa clientèle. Ce scandale de viandes avariées au Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille après la Chine et le Chili, le pays vient de perdre la confiance de Hong Kong, son premier acheteur de viande bovine. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs en augmentant notamment les contrôles sur les marchés. Notre correspondante à Rio, Nolwenn Hervé, revient sur les origines de ce scandale sanitaire qui pourrait vite devenir politique. Au Brésil, les répercussions de ce scandale inquiètent. Les principales entreprises du secteur de la viande sont soupçonnées d'avoir maquillé la date de validité des produits et d'avoir injecté des substances chimiques potentiellement cancérigènes pour qu'ils ne paraissent pas avariés. Le ministre de l'Agriculture lui-même a avoué avoir prié pour ne pas perdre ses principaux pays importateurs. Mais ces prières n'auront pas été entendues puisque l'Union européenne, la Chine, le Chili ou encore Hong Kong ont imposé des mesures de restriction à l'importation de viande brésilienne. Alors les conséquences économiques pourraient être désastreuses. Je vous rappelle que le Brésil traverse une récession historique. C'est le plus gros exportateur de viande bovine au monde. C'est un marché qui représente plus de 10 milliards d'euros. Et au-delà des conséquences économiques, on craint maintenant un scandale politique, car cette affaire vient porter un nouveau coup dur au gouvernement de Michel Temer, le président par intérim, qui est déjà très impopulaire. Des inspecteurs du ministère de l'Agriculture sont soupçonnés d'avoir perçu des pots de vin de la part d'entreprises du secteur pour délivrer des permis sanitaires. Et cet argent aurait contribué à alimenter les caisses du parti du mouvement démocratique brésilien, qui n'est autre que le parti du président Michel Temer, qui lui se veut rassurant, minimise la gravité du scandale. En attendant ici, on craint que la liste des pays boycottant la viande brésilienne ne s'allonge.
Et un mot de culture pour finir. 15 ans après le vol par la mafia italienne, 2 tableaux de Vincent van Gogh ont fait leur retour dans leur musée amsterdamois. À peine abîmés, les 2 œuvres du maître hollandais avaient été récupérées par la police italienne il y a 6 mois. Des tableaux dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros chacun. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.